Oui, bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation pour présenter un peu ce sujet effectivement un peu, à la marge. Donc moi je suis chargée de projet de recherche en écoépidémiologie à l'ANSES, au laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy. Donc je vais vous présenter en fait le virus de l'encéphalite et le risque de transmission alimentaire. Et donc, je vais déjà en fait commencer par des généralités parce que c'est, je pense, une maladie que vous connaissez pas forcément. Hem Donc c'est un virus à ARN, qui est de la famille des Flaviviridés et le genre Orthoflavivirus. Donc en fait, c'est le même genre que les virus, de la dengue ou le virus West Nile ou le virus Usutu qui sont des virus transmis par les moustiques. Il y a un certain nombre donc, de virus qui vont être transmis, on va dire, par les tiques également. Donc ici, vous avez excusez-moi, je vais me remettre le pointeur. Ici, vous avez en fait des virus d'un même complexe antigénique, donc qui partagent, on va dire, cette réponse antigénique, où on va avoir, différents sous-types du virus, TBEV. Donc en Europe de l'Est, on a uniquement le sous-type, européen qui est, heureusement pour nous, le moins pathogénique. Et il y a d'autres virus de ce complexe qui sont très proches, et on verra après, qui du coup peuvent faire des réactions, croisées. Hem, donc c'est un virus qui circule naturellement entre les rongeurs et les tiques et pour les tiques, le vecteur principal, c'est Ixodes ricinus, donc c'est la même espèce de tique qui transmet, par exemple, la maladie de Lyme. Hem, L'infection chez l'homme, donc dans la majorité des cas, les personnes ne développent pas de symptômes cliniques. Beaucoup vont enfin, donc dans 60 à 80 des cas, les personnes vont développer plutôt un syndrome pseudo-grippal et ça s'arrête là. Mais dans 20 à 40 de ces cas, on va avoir une évolution dans une deuxième phase qui va être plus neurologique, qui généralement entraîne une, hospitalisation et donc on peut avoir des syndromes type, méningite, méningoencéphalite avec, malheureusement, des séquelles neurologiques à long terme dans 25 à 65 des cas et qui sont assez dures. Il existe un vaccin qui, protège très bien. En Europe, on estime qu'il y a à peu près 3 000 cas par an. Donc les cas sont surtout en fait, dans les pays du Nord et Europe centrale et Europe de l'Est. Hem, sur la carte ici, vous avez en fait, en pointillé noir, c'est la limite connue de la distribution du virus TBE et en rouge, c'est, l'aire de répartition de la tique Ixodes ricinus. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas, une superposition, complète entre, la distribution du vecteur et la distribution du virus et en fait, il peut y avoir le vecteur et pas le virus et en fait, il y a des conditions très spécifiques pour qu'il y ait, persistance et maintien du virus et donc qui a priori, ces conditions ne seraient pas remplies à l'ouest de l'Europe, notamment à l'ouest de la France. Rapidement sur le cycle de transmission, comme je disais, c'est un cycle de transmission dans le cycle naturel qui implique en fait les tiques et les rongeurs. Principalement, il n'y a pas de transmission verticale en fait de la femelle infectée à sa descendance, donc aux œufs, aux larves et ensuite, ce qui fait qu'en fait, la plupart des larves, donc qui est le premier stade des tiques, émergent, naïves et non infectées par le virus et donc le cycle, en fait, va se maintenir via les nymphes qui sont infectées par le virus, qui transmettent via le rongeur à des larves, naïves. Ensuite, le virus persiste, en fait, d'un stade à un autre, donc une larve infectée, va devenir, une nymphe infectée, la nymphe infectée, un adulte affecté. Donc l'être humain va pouvoir heu, se être infecté par le virus via la piqûre d'une tique infectée, donc au stade nymphe ou au stade adulte et aussi, peut s'infecter par la consommation aux produits et les crus. En effet, les ruminants peuvent être eux aussi infectés par les tiques, par piqûre de tique. Généralement, ils ne développent pas de symptômes, on ne voit rien, mais ils peuvent excréter pendant plusieurs jours, le virus dans le lait et l'homme va se contaminer via la consommation de produits au lait cru. La maladie chez l'être humain en France, la maladie est devenue à déclaration obligatoire que depuis mai 2021. Donc finalement, on a une meilleure vision que depuis très récemment du nombre de cas, donc c'est encore très récent. D'après les données de Santé publique France, vous avez ici, sur cette carte, la répartition du nombre de cas autochtones par département probable d'infection, déclarés entre mai 2021 et 2024. Donc ce qu'on voit, c'est que le nombre de cas, est, le plus élevé en Alsace et en Haute-Savoie, mais qu'il y a présence du virus globalement dans une
grosse moitié est de la France. Heu, il est recensé actuellement à peu près environ une trentaine de cas autochtones par an. C'est majoritairement une transmission par piqûre de tique, mais dans la majorité des cas, alors pas dans la majorité, mais il y a beaucoup de cas où on va avoir une exposition rapportée qui peut être commune à une piqûre de tique ou consommation de produits laitiers, non pasteurisés. Donc on ne peut pas forcément déterminer à coup sûr quelle est la voie de transmission. Ce qui est, noté, c'est qu'il y a eu sur les 141 cas, déclarés, il y a eu au moins 6 suspicions, de cas avec une origine alimentaire qui étaient toutes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hem, Quand je parle de suspicion ici, c'est qu'il y avait au moins 2 cas, rapportés avec, avec une origine d'un élevage, commun. Mais encore une fois, on ne peut pas être sûr que, les 2 personnes se soient pas fait aussi piquer par des tiques, donc on ne peut pas être sûr de cette origine alimentaire. Parmi les cas rapportés, les professions qui sont le plus, exposées, donc parmi ces cas rapportés, on en a 13 qui ont, un lien avec l'élevage, 3 un lien avec la forêt et 5 un lien avec les paysagistes, horticulture, maraîchage. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, les professionnels de l'élevage sont, le plus touchés, parmi, les cas de TBE. La distribution en France est globalement, mal connue. Donc là, vous avez en fait la carte où on sait les départements où on sait qu'il y a eu des cas, détectés. Il faut savoir que les cas humains, c'est un peu le haut de l'iceberg et donc voilà, ça ne montre pas la distribution du virus. On a une sous-détection aussi potentielle, puisque c'est une maladie qui est devenue à déclaration, obligatoire que récemment, que jusqu'alors, il y avait beaucoup de médecins, d'infectiologues qui connaissaient pas forcément la TBE, donc maintenant ça devient je pense que depuis, ils ont été plus sensibilisés, donc on a de plus en plus de cas rapportés, mais c'est possible que, voilà, il y a encore, des cas, non détectés aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, un meilleur moyen pour déterminer et suivre dans le temps les zones de présence du virus, c'est, d'aller rechercher les anticorps, an anti-TBEV, chez les mammifères qui, eux, en fait, peuvent être piqués, régulièrement par les tiques et on sait qu'ils peuvent développer des anticorps spécifiques anti-TBE pendant plusieurs années, même si on ne connaît pas la durée exacte de persistance. Donc c'est le cas, par exemple, des cervidés qui vivent en forêt, qui sont, en forêt, là où il y a à la fois les tiques, les rongeurs et donc potentiellement le virus. Mais on peut aussi, très bien utiliser les ruminants comme aussi sentinelle de la présence du virus. Toutefois, faut moduler par rapport à l'interface entre les pâtures et les zones favorables aux tiques qui sont, les milieux boisés. Cependant, ces tests sérologiques peuvent manquer, de spécificité, notamment les tests ELISA, on a des réactions croisées avec d'autres flavivirus, donc notamment, en fait, les virus transmis par les moustiques, donc West Nile et Usutu et notamment le virus Usutu qui est, en fait, un virus qui est présent, globalement dans toute la France. Donc c'est nécessaire de confirmer par un test, qui est le test de séroneutralisation qui permet, en fait, de distinguer le virus qui est responsable de la séroconversion et notamment de distinguer ces virus moustiques et ces virus tiques et tiques, oui. Mais au sein du complexe TBEV, comme je vous disais qu'il y avait un certain nombre de virus qui partagent les mêmes propriétés antigéniques, la séroneutralisation ne permet pas de distinguer ces virus. Donc il faut absolument ensuite plutôt rechercher le virus soit dans les tiques, soit dans les organes, d'animaux pour être sûr du virus qui est responsable de la séroconversion. Et donc là, je vous ai fait un peu un bilan des études, sérologiques chez les animaux, dans les autres départements, où, on n'avait pas encore, où il n'y a pas encore eu de cas humains, détectés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est on a des traces sérologiques par séroneutralisation chez les chevreuils, de virus TBEV ou en tout cas du virus appartenant au complexe TBEV. De même ici dans les Ardennes chez les ratons laveurs et plus étonnant, on a en fait des bovins qui ressortent positifs un peu plus à l'ouest et notamment ici, au moins 7 chevaux, en Gironde qui sont ressortis aussi, positifs avec des titres, de séroneutralisation plutôt élevés. Donc ces traces sérologiques posent vraiment la question de savoir quel est le virus qui est responsable de cette séroconversion et de savoir si c'est le virus TBEV ou un virus d'un autre de ce complexe, mais qui n'est pas le virus TBEV.
Concernant cette transmission par voie alimentaire, donc comme je disais, les ruminants peuvent excréter le virus dans le lait. Donc ce qu'on sait, c'est que, enfin, il y a des études, donc il y a eu une étude d'infection expérimentale sur 5 animaux qui ont montré que, l'excrétion pouvait être entre 3 et 23 jours. Mais donc on ignore un peu la variabilité et si cette excrétion peut être plus longue que 23 jours. Les ruminants, a priori, ne développent pas de signes cliniques. Et sur un ensemble de cas recensés, en Europe, donc là, c'est une revue qui a été faite sur les cas entre 76 et 2020. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce sont surtout les produits, laits crus de chèvre qui sont incriminés et ensuite, à moindre degré, ceux de brebis et de vaches. Donc on ne sait pas forcément pourquoi il y a une telle différence. Donc ça pourrait être lié à une différence d'exposition, mais ça, je n'y crois pas trop. Mais ça serait plutôt probablement une différence d'expression et de persistance en fait du virus infectieux dans la matrice lait, sachant que la composition du lait est très différente entre, ces 3 espèces et ça peut être aussi, lié à la nature des fromages qui sont fabriqués qui diffèrent entre les 3 espèces où on a plutôt des produits des fromages qui sont, affinés un peu plus longtemps pour la vache et ou, thermisés aussi et donc qui pourrait expliquer ces différences aussi. En France, en 2020, il y a eu le premier cluster qui a été lié à une contamination alimentaire, dans un département qui à l'époque, n'était pas où le TBE n'était pas connu. Donc c'était dans l'Ain et avec un nombre de cas particulièrement élevé puisqu'il y a eu 43 cas qui, ont été rattachés, qui avaient consommé du fromage, frais de chèvre et tous provenaient du même élevage. Donc ça a été un peu une surprise générale. Il y a eu une investigation dans cet élevage qui a bien confirmé qu'il y a eu, que les chèvres excrétaient du virus, TBEV et il y a eu un peu un emballement médiatique aussi localement avec un impact économique et psychologique assez important pour l'éleveur et qui s'est retrouvé assez démuni en termes de mesures de gestion aussi. Et donc comme je disais, depuis 2020, il y a eu au moins 6 autres suspicions qui étaient toutes en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui concernaient, au moins, plusieurs élevages de caprins et un élevage de d'ovins. Et en fait, parmi ces suspicions, à chaque fois, c'était des éleveurs qui étaient touchés ou salariés d'éleveurs qui montre bien qu'en fait, les éleveurs peuvent être particulièrement concernés par ce problème puisque, ils sont à la fois soumis aux piqûres de tiques, mais ils consomment leurs propres, produits et notamment le lait cru en qui est le plus à risque. Donc sur cette transmission par les produits laitiers, il y a beaucoup d'inconnus, donc c'est quelque chose qui est peu étudié globalement et en tout cas, en France, on s'est vraiment posé cette question-là que depuis, 2020 avec le cluster de cas, dans l'Ain. Donc, on a peu de données qui mesurent l'exposition des ruminants ou dans un troupeau, quel est le taux, d'infection annuel des animaux. Comme je disais, on a peu de données sur cette durée d'expression du virus dans le lait et sur la quantité de virus, et la persistance du virus, dans le lait et la différence qui peut exister entre les espèces, notamment entre vaches et chèvres. On a peu de données aussi sur la durée de l'immunité des animaux et qui serait, protectrice et qui empêcherait l'excrétion. Et on ne connaît pas bien, en fait, les fromages qui sont à risque parce qu'on ne connaît pas, en fait, l'effet, réel, enfin, par exemple, du salage, du pH, de la durée d'affinage. On sait que la thermisation, a priori, peut réduire le virus infectieux, mais il n'y a pas beaucoup non plus de données là-dessus. Et on n'a pas non plus de données sur la dose infectieuse pour l'être humain. Donc tout ça, en fait, limite, l'évaluation du risque et les mesures de gestion qui peuvent être mis en place. Donc, ce qui apparaît quand même, c'est que la filière caprine au lait cru serait la plus concernée sur ce risque de transmission alimentaire. Et donc, en France, ça concerne majoritairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et Sud de Bourgogne, puisque c'est là où on a des troupeaux de chèvres avec une production fermière et qui pratiquent du pâturage, c'est-à-dire que pour lequel en fait les chèvres peuvent être exposées aux tiques. Et en plus, c'est la zone où on sait qu'il y a du virus TBE qui circule. En élevage, donc il n'y a pas de surveillance actuellement qui est mise en place. Ce n'est pas une maladie réglementée et on va faire plutôt des investigations en cas de toxi-infection alimentaire collective, donc quand il y a suspicion de transmission alimentaire. Quand il y a vraiment, on va dire, un faisceau de preuves, on va investiguer dans l'élevage, mais quand c'est des cas où il y a un ou 2 cas rapportés, on va pas ça va être sur la bonne volonté de l'éleveur et il n'y a pas toujours d'investigation qui est fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves, formelles qu'il y a eu contamination alimentaire.
Lors de ces investigations, on va essayer de rechercher finalement, la présence du virus dans le lait, des chèvres et les produits laitiers et évaluer aussi l'exposition des animaux au virus par la détection d'anticorps pour en fait un peu confirmer, que les produits laitiers peuvent être à l'origine de la contamination alimentaire et comme on manque de connaissances, on va essayer aussi de capitaliser en fait un maximum de données, lors de ces investigations, donc ce qu'on peut faire en fonction et notamment essayer de tester, la présence de génome viral et de virus infectieux dans un large panel de différents fromages produits. Hem, donc là, depuis en fait le cas de 2020, il y a eu, des méthodes, à l'ANSES qui ont été optimisées pour en tout cas, sur la détection de génome viral, pour essayer de détecter aussi les virus infectieux, même si, donc dans la matrice lait, on y arrive bien, mais pour les fromages, c'est, encore, compliqué et donc c'est pas une méthode, sûre, pour le moment. Donc ces investigations, comme je disais, ça a été c'est conduit par différentes équipes de l'ANSES avec chacun leur spécialité, donc en épidémiologie, sur l'éthique, sur, l'analyse, sérologique, virologique en fait, des chèvres et les analyses, sur les matrices lait et fromage. Au total depuis 2020, donc on a conduit, 4 investigations dans, des élevages caprins et un élevage ovin. Souvent, en fait, lors de ces investigations, on arrive, plutôt, bien après, donc au moins, plus d'1 mois, voire 2 mois après, le début des signes cliniques, donc c'est un peu après la bataille quand même. Dans le cas, par exemple, de l'élevage, ovin, c'était, même, on est arrivé en période hivernale, donc en fait, on a vraiment fait que la séroprévalence dans ce troupeau. Globalement, les résultats qu'on a obtenus sur, ces investigations, c'est qu'on observe une séroprévalence élevée à la fin de période éthique, qui montre que les animaux sont fortement exposés au sein d'un troupeau à ce virus, qui varie entre 65 et 83. Mais, donc dans les 2 élevages, de Haute-Savoie, les chevrettes, elles, n'étaient pas exposées et donc potentiellement, c'est un risque lors du renouvellement du troupeau que l'année d'après, on ait un certain nombre d'animaux naïfs qui peuvent de nouveau être infectés et excréter du virus. Concernant l'expression virale, donc par rapport au département, de Haute-Savoie, ce qu'on observe, c'est qu'on avait au moment de l'investigation, on avait 1 à 3 individus excréteurs avec des charges virales, plutôt élevées et dans le lait de mélange, on avait des charges un peu moins faibles, mais avec, seulement avec la perte d'un log, mais qui restait quand même assez élevées. Les fromages qui ont été analysés, au moment de l'investigation, donc étaient produits à ce moment-là, en gros, la majorité des fromages ressortaient avec détection de génome viral. Donc c'était caillé lactique, faisselle, tome, raclette. Mais attention, ici, on avait bien, enfin, que la détection du génome viral, donc ça ne veut pas dire qu'on a du virus infectieux et donc par exemple sur le tome ou raclette, il n'est pas certain qu'il y avait encore du virus infectieux. Donc comme je disais, il y a beaucoup d'inconnus. C'est une voie de transmission qu'on n'explore que depuis récemment. Donc là, je vais vous présenter un peu, quelques études qu'on a commencé à lancer, donc depuis 2020, et après optimisation des méthodes. Donc une étude, où on a exploré un peu, plus l'exposition des ruminants et une autre étude où on a commencé à explorer la persistance du virus infectieux dans le lait, notamment en fonction de la matrice, lait et de la température. Concernant donc, l'exposition des ruminants, en fait, on a étudié l'exposition des bovins allaitants vis-à-vis de ce virus dans le Grand Est. Donc c'était, les 3 départements de l'Est de la Lorraine et les 2 départements d'Alsace. Donc en fait, on avait choisi cette aire d'étude au départ parce qu'on savait qu'en Alsace, c'était la zone historique endémique où il y avait, du virus et donc on voulait voir un peu, quel niveau de prévalence de séroprévalence on pouvait s'attendre dans cette zone-là. Donc sur l'ensemble de la zone, on a eu une séroprévalence de 7,5 et si on corrige en fait avec la sensibilité et la spécificité du test, on est plutôt à 4. Ce qu'on voit, c'est que cette séroprévalence peut être très variable et donc dans nos petites zones, alors j'ai pas précisé, c'est des petites cellules de 10 fois 10 kilomètres, où on a prélevé, 40 bovins dans chacune de ces cellules. Et donc par cellule, en fait, on avait une séroprévalence qui variait entre 0 et 72. Ce qui est intéressant, c'est que, on avait, finalement une détection du virus dans toute la zone d'étude et notamment, en fait, dans les 3 départements de la Lorraine. Alors que si vous comparez ici avec la carte de distribution des cas humains sur la même période, les cas humains étaient, détectés principalement enfin, uniquement qu'en Alsace et quelques-uns, plutôt à l'est de la Lorraine et pas du tout à l'ouest. Ce qui montre bien en fait qu'on a,
une sous-détection potentielle ou en tout cas, une distribution qui est plus large si on regarde, sur la séroprévalence, animale. On a ensuite regardé les facteurs qui étaient associés à une plus forte exposition des bovins à ce virus et ce qui ressort, 3 facteurs majoritaires sont ressortis. D'une part, c'était la proportion de surface de forêt mixte, donc qui est en fait, l'habitat favorable aux tiques, aux rongeurs et donc potentiellement à la circulation du virus. Il y avait, la surface de pâture proche d'une zone boisée, donc ça qui montre bien en fait qu'il faut qu'il y ait un contact, favorable entre les bovins par rapport au milieu favorable où il y a les tiques. Et ensuite, les conditions de température, notamment une température annuelle moyenne qui est plus faible. Donc ça, c'est quelque chose qui a été retrouvé aussi dans une autre étude européenne en prenant des cas humains et on ne sait pas exactement donc ça pourrait jouer par exemple sur la persistance du virus dans les tiques, mais c'est quelque chose où, on ne sait pas exactement, pourquoi c'est plutôt une température plus faible qui est associée et donc ça reste quelque chose qu'il faut explorer. En revanche, donc ça c'est, voilà, une étude dans le Grand Est et il y aurait vraiment besoin de compléter par d'autres études en France pour, étudier les facteurs dans d'autres types d'écosystèmes et pouvoir en fait, mieux prédire les zones à risque d'exposition, pour des ruminants pour TBEV. Heu, donc les collègues qui sont, de l'ANSES de Maisons-Alfort ont lancé aussi une petite étude pour essayer de mieux comprendre étudier la persistance du virus dans le lait en fonction de la température émettrice. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, contaminé artificiellement du lait par le virus TBEV et ensuite ils ont regardé la détection de génome et regardé aussi le tétrage du virus infectieux. Hem, Ils ont testé à 2 températures, 4 degrés et 21 degrés, sur une cinétique court terme entre 0 et 12 heures et une cinétique plus long terme, donc entre 17 et 48 heures. Ce qu'ils observent, c'est que sur, le génome, viral, on a une stabilité du génome viral, jusqu'à 48 heures et quelle que soit la matrice alimentaire et la température. En revanche, sur, la quantification du virus infectieux, on observe qu'à 4 degrés, on a une diminution du virus infectieux dans le lait de chèvre par rapport au lait de vache et par rapport au milieu de culture de référence, entre 12 heures et 17 heures, mais pas après, 24 heures et à 21 degrés, on a une diminution du virus infectieux dans le lait de chèvre et le lait de vache de 12 heures à 12 de 2 à 12 heures. Donc ça, ce sont des premiers résultats, qui ont assez surprenants par rapport à cette différence lait de vache et lait de chèvre où on se serait attendu l'inverse. Hem, Ce qu'il faut dire, c'est, en fait, il faudrait, compléter ces résultats par d'autres études et surtout, en fait, on a ici infecté expérimentalement, enfin artificiellement du lait et en fait, on reproduit probablement pas ce qui se passe dans la nature. Parce qu'en fait, actuellement, on ne sait pas où est le virus, dans le lait et dans quelle s'il se retrouve dans des cellules et dans quel type de cellules et donc il faudrait vraiment refaire ce genre d'expérience plutôt avec du lait, naturellement infecté et donc voilà, c'est quelque chose qui du coup est plus difficile à avoir, mais c'est un peu l'objectif si on est appelé sur d'autres investigations, d'essayer de mettre ça en place lors, d'investigations, voilà. Donc en conclusion, c'est un virus dont la distribution est mal connue en France, donc que ce soit au sein des départements où des cas ont été détectés, on ne connaît pas bien la distribution, mais aussi, à l'ouest de la France, pose la question en fait, par rapport aux traces sérologiques retrouvées, si c'est le virus TBV ou un autre, virus du même complexe. Il existe un risque de transmission alimentaire en France qui concerne principalement la filière caprine au lait cru et donc principalement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Heu, il y a un nombre de cas assez, plus élevé, on va dire, parmi les cas positifs chez les professionnels de l'élevage qui montrent bien qu'eux ont potentiellement une double exposition du fait des piqûres de tiques et qui consomment leurs propres produits et qu'il y a actuellement un besoin de travaux de recherche pour améliorer nos connaissances, donc sur les zones de présence du virus et l'exposition, les facteurs associés et les facteurs aussi liés à l'exposition, des ruminants, la dose infectante pour l'être humain, de mieux connaître aussi l'expression virale dans le lait par les différentes espèces et la persistance du virus en fonction des matrices et des procédés fromagers. Quelques liens rapidement, pour plus d'informations. Vous avez les rapports annuels des cas de TBE par Santé publique France et aussi à savoir qu'il y a eu un rapport d'expertise collective ANSES, analyse des risques liés à l'émergence de l'encéphalie étatique en France hexagonale, qui est sorti en juin 2025, qui rassemble qui est une grosse source d'informations si jamais ça vous intéresse, plus.
Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.